Elle est venue sur le lieu de travail de sa mère et s'est retrouvée, par hasard, au cœur d'une crise qui faisait s'effondrer une entreprise valant des milliards. Le directeur général a humilié l'enfant devant les investisseurs, persuadé que son système était irréparable. Mais ce que la fille de la femme de ménage a fait ensuite a bouleversé la société et révélé un secret dont personne ne se doutait. Abonnez-vous et dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo. La lumière glacée du matin se répandait à travers les parois vitrées du gratte-ciel de Manhattan, où la tour de Neurovector Systems dominait la ville, telle une cathédrale de verre dédiée à la technologie. Dans ses étages supérieurs, l'élite mondiale des investisseurs s'installait progressivement, suspendue entre l'attente, l'arrogance tranquille et l'effervescence caractéristique des grandes révélations qui promettent de redéfinir un secteur entier. Le vaste auditorium panoramique, dressé tel un amphithéâtre futuriste, vibrait d'une tension presque imperceptible. Au sol, les effets de lumière bleutée rappelaient les reflets d'un océan artificiel, tandis que des écrans immenses formaient un demi-cercle devant lequel devait être dévoilé, dans quelques heures à peine, le fleuron de la société. La plateforme d'intelligence universelle, capable d'orchestrer les réseaux hospitaliers, les flux financiers, la circulation automobile et une part grandissante de l'infrastructure nationale. C'était, selon les mots répétés de Dr. Leonard Grant, son génial architecte, la colonne vertébrale du monde moderne. Grant, silhouette droite, impeccablement taillé dans un costume dont la coupe semblait refléter la rigidité de son perfectionnisme, arpentait les couloirs comme un général avant une bataille décisive. Tout en lui respirait la certitude du triomphe annoncé. Depuis des années, il martelait à qui voulait l'entendre que Neurovector Systems n'était pas seulement une entreprise, mais l'avenir incarné, le prototype d'une civilisation gérée par une intelligence fluide, omniprésente, presque organique. Ce matin pourtant, son pas trop rapide, son regard trop vif et la crispation imperceptible de ses lèvres trahissaient une anxiété qu'il s'interdisait de montrer. Ce n'était pas la présentation elle-même qui lui inspirait cette inquiétude, mais le vide béant entre la gloire promise et la catastrophe insoupçonnée qui rongeait déjà les fondations de son empire. 3 jours auparavant, la plateforme phare de Neurovector Systems s'était effondrée. Pas une panne superficielle ni une instabilité isolée, un effondrement systémique, brutal et incompréhensible. Les véhicules autonomes avaient commencé à recevoir des instructions incohérentes, provoquant des embouteillages monstrueux et des accidents isolés mais inquiétants. Les appareils hospitaliers sous contrôle algorithmique avaient cessé de répondre correctement, forçant des équipes médicales entières à désactiver en urgence les modules intelligents. Sur les marchés financiers, des micro-décisions d'achat et de vente avaient déraillé, créant des ondulations dangereuses. En l'espace d'1 heure, la réputation de perfection infaillible de Neurovector s'était fissurée. En 24 heures, elle s'était effondrée au même rythme que ses indices boursiers. Dans les laboratoires internes, l'élite des ingénieurs, diplômés des universités les plus prestigieuses, sélectionnés pour leur rigueur intellectuelle et leur capacité à résoudre les problèmes les plus complexes, s'étaient épuisés à tenter de comprendre ce dysfonctionnement d'une ampleur sans précédent. Ils analysaient, disséquaient, simulaient, comparaient des modèles, cherchant frénétiquement un point d'origine qui leur échappait. L'atmosphère se chargeait d'une tension presque étouffante. D'un côté l'urgence, de l'autre l'impossibilité d'accepter que quelque chose d'aussi fondamental ait pu leur échapper. Les écrans se couvraient de lignes rouges, de schémas qui se réécrivaient en boucles incohérentes, de notifications d'erreurs qui semblaient se multiplier plus vite qu'ils ne parvenaient à les examiner. Chaque spécialiste apportait sa version d'une hypothèse, aussi sophistiquée que fragile. Personne n'envisageait que la réponse puisse se situer en dehors du domaine qu'il maîtrisait si fièrement. Pendant que l'auditorium se remplissait d'hommes et de femmes en tailleurs impeccables, parmi lesquels circulaient des serveurs silencieux portant des plateaux d'eau minérale et de café, une femme entra presque sans être remarquée. Elle poussait une modeste charrette de nettoyage, vêtue d'un uniforme gris, et avançait avec une discrétion presque instinctive, comme si elle cherchait à devenir transparente dans un environnement où tout était conçu pour mettre en valeur le prestige. Helena Brooks travaillait dans l'ombre de ces bâtiments depuis des années, invisible au milieu des murs de verre et des algorithmes qui régissaient un monde qui ne parlait pas la langue des gens comme elle. À sa suite marchait un garçon de 8 ans,
Noah, que personne ne regarda plus qu'on ne regarde une ombre traverser un rayon de lumière. Noah connaissait ce type de lieu depuis toujours. Les tours de verre, les couloirs tapissés d'écrans, les panneaux de contrôle lumineux faisaient en partie de son décor quotidien. Il n'avait pas la moindre idée de leur valeur marchande, ni du prestige des experts qui y travaillaient, mais il s'y sentait curieusement à l'aise, comme un enfant qui grandit dans une maison aux pièces trop grandes. Il s'assit dans un coin, là où sa mère pouvait garder un œil sur lui tout en accomplissant ses tâches. Il observa en silence le balai des ingénieurs et l'agitation dissimulée sous leur façade professionnelle. Bien qu'il sût qu'il n'avait pas le droit de toucher aux choses importantes, il ne pouvait s'empêcher d'étudier les écrans qui tapissaient les murs. Les motifs de couleurs, les lignes de code, les graphiques pulsés par les flux d'erreurs l'attiraient comme des puzzles à demi résolus. Il n'était pas un prodige au sens où l'entendent les adultes, avec des diplômes précoces ou des formules mathématiques récitées par cœur. Il était simplement un enfant qui aimait reconnaître les formes, les répétitions, les incohérences, non pas dans une logique enseignée, mais par pure intuition. Depuis qu'il accompagnait sa mère lors de ses longues soirées de travail, il observait les codeurs se disputer autour de chaînes de valeur, les analystes projeter des tendances, les spécialistes en sécurité traquer des exceptions. Il n'en comprenait pas les fondements théoriques, mais il avait appris à repérer quand un schéma ressemblait trop à un autre, quand une boucle tournait là où elle n'aurait pas dû, quand une commande visuelle semblait se contredire elle-même. Pour lui, le code était une langue étrangère, certes, mais une langue dont la grammaire imparfaite sautait parfois aux yeux. Ce matin-là, il sentit immédiatement quelque chose d'étrange. Les écrans rouges, les alertes simultanées, les visages crispés des adultes qui tentèrent de maintenir un ton mesuré malgré l'urgence, tout cela formait un motif chaotique, mais non aléatoire. Noah eut cette impression curieuse que les erreurs qui apparaissaient ne provenaient pas d'un effondrement massif et unique, mais d'un petit défaut, répétitif, presque banal, comme un mot mal orthographié dans une phrase recopiée 1000 fois. Les ingénieurs, absorbés dans leur modèle complexe, semblaient chercher une cause aussi monumentale que les conséquences. Noah, lui, se demandait simplement « Où est la première pierre qui a fait tomber les autres ?» Il fixa longtemps un ensemble de chiffres clignotants qui apparaissaient en boucle sur un panneau de diagnostic. À cette distance, les lignes de code étaient de flou, mais il reconnaissait la structure des séquences, les interruptions, les retours en arrière. Il plissa les yeux, remarqua une anomalie qui revenait à intervalles réguliers. Son cœur accéléra. Il ne savait pas si cela avait une importance majeure, mais il savait que cette forme n'était pas logique. Elle ne devrait pas être là. Il hésita longuement, partagé entre la peur de paraître ridicule et la sensation que, s'il restait silencieux, quelque chose de grave continuerait à empirer. Il finit par se lever. Sa mère, absorbée par son travail, ne remarqua d'abord pas qu'il s'éloignait. Il s'approcha timidement d'un tableau de contrôle où se tenaient plusieurs ingénieurs au bord de la panique. Ils étaient là trop concentrés pour prêter attention à un enfant qui tirait légèrement sur la manche du plus proche. Lorsqu'enfin l'un d'eux baissa les yeux, il eut un léger mouvement d'agacement, comme si le simple fait d'être interrompu par un garçonnet constituait en soi une faute professionnelle. « Tu ne devrais pas être ici », dit l'homme d'un ton sec. Noah ne recula pas. Il pointa du doigt l'écran. L'ingénieur soupira, mais par réflexe, ou peut-être par désespoir, il suivit la direction indiquée. Le garçon tenta d'expliquer du mieux qu'il le pouvait ce qu'il avait remarqué. Un symbole placé là où, selon le motif logique qu'il croyait saisir, il ne devait pas se trouver. L'homme fronça les sourcils, puis haussa les épaules, prêt à ignorer cette remarque. Mais un autre ingénieur, attiré par la discussion, examina la zone indiquée. Sans conviction, il effectua une modification minime, un simple remplacement d'instructions auquel personne n'aurait accordé d'importance dans ce chaos. Ce fut alors que le silence tomba, un silence total, irréel, comme si le bâtiment entier retenait son souffle. Les lignes rouges cessèrent de défiler. Les alertes se figèrent avant de disparaître progressivement. Les graphiques se stabilisèrent, les modules passèrent en mode sécurisé, puis en fonctionnement nominal. En quelques secondes, l'infrastructure autrefois vacillante retrouva un équilibre que personne n'avait pu atteindre depuis 3 jours. Les ingénieurs restèrent bouche bée. Dans les rangs des investisseurs, plusieurs personnes se levèrent, croyant à un simple répit qui pourtant persistait. Et au milieu de tout cela,
L'enfant qui venait d'indiquer la correction restait immobile, comme s'il craignait d'avoir commis une erreur. Ce n'était que le début. La nouvelle se propagea dans la salle comme une onde invisible. On ne saisissait pas encore l'ampleur de ce qui venait de se produire, mais tous savaient qu'un élément inattendu venait d'entrer dans l'équation. Les regards se détournaient des écrans pour se poser sur Noah, puis revenaient vers les modèles, puis encore vers lui, comme s'il tentait de vérifier qu'il n'avait pas simplement appuyé sur un bouton par hasard. Dr. Grant lui-même, resté jusque-là à l'écart en attendant un miracle qui n'arrivait pas, se figea à la vue du retour à la stabilité. Ses yeux, habituellement froids et maîtrisés, se plissèrent d'un doute profond. Comment un enfant avait-il pu percevoir ce que des ingénieurs triés sur le volet n'avaient su comprendre? Pour la première fois depuis le début de la crise, la vérité commença à se dessiner silencieusement dans l'esprit de ceux qui observaient. Peut-être que la solution n'était pas enfouie dans les couches abstraites des modèles mathématiques, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple. Trop simple pour être vu par ceux qui se croyaient les maîtres absolus de ces systèmes. En cet instant, le destin de Neurovector Systems venait de changer sans que personne ne sache encore à quel point. Et tandis que le silence continuait de peser, l'enfant regardait les écrans avec la même concentration qu'auparavant, comme s'il avait encore quelque chose à dire. La stupeur qui avait figé l'auditorium ne se dissipa pas tout de suite. C'était un silence dense, presque physique, qui semblait coller aux vitres et aux murs comme une brume invisible. Ceux qui, quelques instants plus tôt, discutaient avec agitation, observaient à présent l'enfant comme si la réalité s'était brusquement dédoublée. Comment un geste aussi minuscule, effectué par quelqu'un que personne n'aurait qualifié de spécialiste, avait-il pu inverser la trajectoire d'une catastrophe qui engloutissait le géant technologique depuis 3 jours? Les ingénieurs échangeaient des regards incrédules, certains plissant les yeux comme pour s'assurer que leurs écrans ne simulaient pas la stabilisation retrouvée. Dans les premiers rangs, les investisseurs, qui représentaient l'oligarchie d'un monde façonné par les algorithmes et par les profits, se penchaient légèrement vers l'avant, portés par un mélange instable de méfiance et d'espoir. Ils avaient tellement perdu ces derniers jours que toute embellie semblait suspecte, comme un mirage. Noah, qui se tenait encore près de la console, n'avait pas conscience de l'importance de ce qui venait de se produire. Il ressentait seulement cette gêne familière du regard soudain braqué sur lui, comme une lampe trop vive qui brûle les yeux. Il entendit quelques murmures, des voix étouffées évoquer l'enfant, la fonction, la correction, mais n'y prêta guère attention. Pour lui, la petite anomalie qu'il avait signalée n'était qu'une pièce déplacée dans un casse-tête géant. Il avait vu un motif qui n'avait pas trouvé sa logique, alors il l'avait indiqué. Voilà tout. Mais pour ceux qui l'entouraient, l'événement prenait déjà une dimension bien plus lourde. Une fissure s'était ouverte dans la structure d'autorité qui régnait ici. Si un enfant pouvait percevoir ce que les experts n'avaient pas vu, que valait leur expertise? Que valait leur hiérarchie soigneusement construite? Un ingénieur, visiblement secoué, s'approcha de l'écran que Noah avait désigné un peu plus tôt. Il agrandit la portion de code, la scruta longuement, secoua la tête, comme s'il cherchait à comprendre comment il avait pu manquer un détail aussi élémentaire. Puis il consulta une autre console, parcourut les lignes de log, passa d'un module à l'autre. À mesure qu'il explorait, son expression se transforma. Un autre ingénieur le rejoignit, puis un troisième. Rapidement, un groupe entier se forma autour des écrans, tel un attroupement d'astronomes, réalignant les constellations après une découverte imprévue. Et petit à petit, l'évidence apparut au grand jour. L'erreur primitive, celle qui avait servi de racine à des centaines de dysfonctionnements en cascade, n'était pas une anomalie isolée. Elle se répétait, encore et encore, dans des modules différents, des sous-systèmes distincts, des processus indépendants en apparence, mais tous affaiblis par un même défaut minuscule qui avait dévié leur logique dans la même direction. Grant observa la scène avec une tension croissante. Il sentit une fissure s'ouvrir sous ses pieds, invisible pour les autres, mais parfaitement nette pour lui. Le récit qu'il avait construit depuis des années reposait sur la maîtrise totale, la maîtrise des modèles, des systèmes, de l'entreprise, du futur lui-même. Or voilà que cette maîtrise vacillait. Le simple fait qu'un enfant ait pu détecter une anomalie que ses équipes d'élite avaient manquée menaçait la pierre angulaire de son autorité. Il ne pouvait se permettre que cette histoire se propage sous forme d'une humiliation publique,
Neurovector Systems, sauvé par un garçon de 8 ans. Ce n'était pas seulement une atteinte à son orgueil, mais un risque existentiel pour sa position. Il savait mieux que quiconque combien les récits façonnent les réalités financières. Si les investisseurs voyaient dans cet incident une faiblesse structurelle, ou pire, une incompétence enracinée, ils n'hésiteraient alors pas à lui retirer leur soutien. Pour masquer son trouble, il s'avança vers le cercle d'ingénieurs qui s'était formé autour des écrans. « Montrez-moi », ordonna-t-il d'une voix maîtrisée. Le chef d'équipe s'écarta légèrement pour lui permettre d'examiner la matrice d'erreur. Les lignes de code défilèrent, révélant les répétitions, les contradictions, les motifs récurrents qui ressemblaient à des cicatrices mal refermées. Grant fronça les sourcils. Il comprenait parfaitement la logique des systèmes, les structures des réseaux intelligents, les architectures imbriquées, mais ce qu'il voyait là défiait les attentes. Pas parce que c'était complexe, mais parce que c'était trop simple. Une simplicité presque insolente, comme un piège gigantesque constitué de détails microscopiques. Il sentit plusieurs regards se tourner vers lui, à la recherche d'une explication. Il en voulait à ses ingénieurs de n'avoir rien vu plus tôt. Mais il en voulait encore davantage à cet enfant qui, sans en avoir conscience, menaçait de ruiner des années de construction soigneuse. Lorsqu'il leva les yeux vers Noah, celui-ci détourna timidement le regard, persuadé d'avoir enfreint une règle. Alors que les ingénieurs poursuivaient leur vérification, une nouvelle vague d'incrédulité traversa la salle. Ils identifiaient désormais des dizaines d'occurrences de la même erreur fondamentale dans d'autres modules, ce qui confirmait le caractère systémique du problème. Et plus ils cherchaient, plus ils découvraient de ramifications. L'ensemble ressemblait à une immense toile d'araignée dont chaque fil vibrait sous l'effet d'une distorsion initiale quasi invisible. De toute évidence, la plateforme ne s'était jamais véritablement effondrée. Elle avait trébuché sur une faille minuscule, multipliée par l'échelle titanesque de son architecture. L'un des ingénieurs, Blem, prononça les mots que Grant redoutait. « C'est lui, c'est l'enfant qui a trouvé ça. » Plusieurs têtes se tournèrent de nouveau vers Noah. Un investisseur murmura « Comment est-ce possible ?» Un autre répondit « Parce que nous ne cherchions pas au bon endroit. » Une vérité simple mais dévastatrice. L'hypercompétence des experts s'était transformée en tunnel cognitif, les empêchant de regarder les fondations élémentaires. Grant sentit un frisson d'irritation lui parcourir la colonne vertébrale. S'il ne reprenait pas immédiatement le contrôle du récit, la situation lui échapperait définitivement. Il inspira, redressa les épaules, et dans une posture qu'il voulait théâtrale, il déclara d'une voix forte, assez pour que tous l'entendent, « Si ce garçon a vu ce que d'autres n'ont pas vu, alors peut-être peut-il faire davantage. » Les ingénieurs cessèrent momentanément leur travail. La salle tout entière se tourna vers lui. Il continua. « Nous avons encore des centaines d'erreurs à corriger. Des modules entiers sont instables. Une démonstration capitale doit avoir lieu dans moins de 24 heures. Et le monde entier nous observe. Il nous faut une solution globale, pas seulement un sursaut momentané. » Puis posant son regard sur Noah d'une façon calculée, il ajouta. Je propose ceci, que l'enfant tente de corriger l'ensemble du système. Si dans les 24 heures, il parvient à stabiliser chaque module, je lui verserai personnellement 100 millions de dollars. Un choc parcourut l'auditorium. Même les investisseurs, habitués aux chiffres colossaux, se redressèrent comme frappés par un éclair. Helena, qui se tenait un peu plus loin, crut que ses jambes allaient se dérober. Elle s'avança confuse, hésitant entre indignation et panique. Grant, cependant, avait anticipé cette réaction et reprit aussitôt. « S'il échoue, bien entendu, nous considérerons que son intervention précédente n'était qu'un hasard. L'entreprise ne peut se permettre d'être perturbée par des interprétations enfantines. » Le sous-entendu était clair. Si Noah échouait, la famille Brooks serait expulsée de ce monde où elle n'avait jamais été invitée. Un murmure grondant se répandit. Certains trouvaient l'offre spectaculaire, d'autres la jugeaient cynique. Les ingénieurs eux-mêmes étaient en divisés. Une partie d'entre eux espérait secrètement que le garçon échoue pour rétablir leur position hiérarchique. D'autres, impressionnés malgré eux, comprenaient qu'ils assistaient peut-être à l'un de ces moments historiques où un paradigme bascule. Helena tenta de se frayer un chemin jusqu'à son fils, mais des assistants la retinrent, poliment sous prétexte de sécurité. Noah observait Grant sans comprendre la portée du défi que l'on venait de lui lancer. L'idée d'argent ne signifiait rien pour lui.
100 millions de dollars pour un enfant de son âge n'avaient pas plus de réalité que des étoiles lointaines. Ce qu'il voyait, en revanche, c'était un système immense, désordonné, qui attendait qu'on lui rende une cohérence. Il sentit une conviction tranquille s'emparer de lui. Non pas de la fierté, ni un désir de prouver quoi que ce soit, mais une certitude calme qu'il n'avait pas encore terminé le puzzle qu'il avait commencé. Il hocha la tête. Ce simple geste fit l'effet d'un coup de tonnerre. Les assistants techniques se mirent immédiatement en mouvement. Ils préparèrent une station de travail connectée à tous les modules critiques. On déploya devant lui une série de moniteurs, de consoles, de diagrammes vivants. Les ingénieurs, malgré leur réticence, durent se résoudre à l'assister, ne serait-ce que pour surveiller chaque manipulation. Elena, épuisée et terrifiée, obtint finalement la permission de s'asseoir à proximité. Elle observait les mains de son fils s'approcher du clavier avec un mélange d'incompréhension et de crainte. Le compte à rebours de 24 heures commença. La salle retomba dans un silence tendu, à peine perturbé par le murmure des machines et les respirations saccadées de ceux qui suivaient chaque geste de l'enfant. Noah se pencha légèrement en avant. Ses yeux parcoururent les écrans, non pas comme des techniciens aguerris, mais comme un lecteur de comptes qui devine la suite avant qu'elle ne soit écrite. En entrant dans cet univers de blocs de code et d'architectures imbriquées, il ne ressentit ni la peur, ni la lourdeur du défi. Un seul sentiment dominait, celui d'être exactement là où il devait être. Et tandis que ses doigts posaient la première commande, la transformation du monde de Neurovector Systems entrait véritablement dans sa phase la plus inattendue. Le temps sembla se contracter autour de la station de travail où Noah venait de prendre place. Les premières minutes du compte à rebours s'écoulèrent dans une tension presque irréelle, comme si chaque seconde possédait un poids supplémentaire. L'auditorium, conçu pour accueillir des présentations grandioses, n'avait jamais été aussi silencieux. Sur les écrans géants, les lignes d'erreur qui avaient dominé l'affichage pendant des jours s'étaient momentanément apaisées, mais chacun savait qu'il ne s'agissait que d'une trêve fragile. La plateforme entière tenait en équilibre précaire, et le regard de centaines d'experts convergeait vers un enfant dont la simple présence mettait en cause les fondements même de leur profession. Noah n'avait pas conscience de cette pression. Il s'immergea dans les données avec la même intensité tranquille qu'un lecteur absorbé par un livre fascinant. Il consulta les modules un à un, examinant les flux, les circuits logiques, les points de rupture. Chaque écran affichait des schémas complexes qui auraient terrifié n'importe quel novice, mais pour lui, il possédait une cohérence intuitive. Il identifiait les parties saines, les zones chaotiques, les anomalies qui formaient des constellations invisibles pour les autres. Les ingénieurs, rassemblés autour de la station comme des gardiens impuissants, le regardaient passer d'une architecture à une autre, avec une agilité qui les troublait profondément. L'enfant n'utilisait aucune méthode académique. Il ne suivait pas les protocoles, ne consultait pas les manuels, ne s'embarrassait pas des structures établies. Il cherchait des motifs, des répétitions d'erreurs, des contradictions internes, et surtout, il observait la manière dont les systèmes réagissaient entre eux. Là où les ingénieurs voyaient des couches indépendantes, ils percevaient des comportements, presque comme s'il écoutait une conversation entre des milliers de modules. Le code n'était plus une suite d'instructions rigides, mais un organisme malade, dont il tentait de suivre la fièvre. La première faille supplémentaire qu'il identifia se trouvait dans un protocole hospitalier. Un simple renversement de conditions logiques permettait à certains appareils de recevoir des commandes contradictoires, pouvant assigner une machine de réanimation à un patient qui n'en avait pas besoin, ou suspendre un processus critique sans alerte. Noah examina la structure, puis modifia quelques lignes. Le système réaligna instantanément ses priorités. Une lumière verte apparut sur l'écran, marquant le retour à un fonctionnement correct. L'ingénieur responsable de ce module recula d'un pas, abasourdi. Il savait que cette erreur aurait pu coûter des vies. Elle lui avait échappé pendant 72 heures d'analyse, et l'enfant l'avait repérée en quelques minutes. La deuxième faille se situait dans un algorithme de trading. Une boucle mal formulée envoyait des signaux parasites qui auraient pu déclencher une série d'opérations erratiques, provoquant un effondrement des marchés. Là encore, Noah identifia ce qu'il appela simplement une incohérence qui se répète trop souvent. Il modifia une séquence. Les courbes de simulation cessèrent de s'emballer. Un spécialiste de la finance qui assistait à la scène
porta une main à son front, incapable de formuler une phrase cohérente. Il venait de comprendre à quel point la catastrophe avait été proche. Noah poursuivit. Dans les modules de transport, il détecta plusieurs inversions de logique dans les instructions envoyées aux véhicules autonomes. Les messages d'alerte entraînaient parfois en conflit avec les ordres de navigation, provoquant des hésitations dangereuses. Là aussi, une correction simple, presque banale, rétablit la clarté des signaux. Les ingénieurs visionnaires, médusés, plusieurs simulations qui se stabilisaient instantanément dès que l'enfant rectifiait un détail qui leur semblait insignifiant. Mais au fur et à mesure qu'il progressait, Noah perçut quelque chose d'autre, une anomalie beaucoup moins évidente, presque enfouie sous les montagnes d'erreurs. À première vue, elle ressemblait à une irrégularité mineure, comme celle qu'il avait déjà corrigée. Pourtant, elle revenait de manière trop calculée. En ouvrant les sous-modules où elle apparaissait, il constata qu'il comportait des structures étrangement similaires, comme si quelqu'un avait dupliqué un schéma et l'avait inséré dans différents recoins du système. Mais ces schémas ne servaient pas à stabiliser quoi que ce soit. Ils semblaient détourner discrètement des flux d'informations. Noah ne comprit pas immédiatement ce qu'il avait sous les yeux. Il suivit les chemins tracés par ces schémas, navigua à travers des couches qu'aucun manuel ne décrivait. Les ingénieurs, en regardant défiler les lignes de code, commencèrent à s'agiter. Certains se penchèrent vers l'écran, d'autres échangèrent des murmures alarmés. Rapidement, ils comprirent que l'enfant venait de mettre au jour quelque chose qu'ils n'avaient pas envisagé, des passages secrets dissimulés dans l'architecture au point de s'y fondre. Ces chemins permettaient de siphonner des données, pas de manière violente, comme lors d'un piratage classique, plutôt comme une fuite lente et continue, parfaitement intégrée aux flux principaux. On aurait dit que ces anomalies avaient été conçues pour se confondre avec les erreurs naturelles du système. Noah suivit ces pistes, les reliant comme des fragments d'une carte secrète. Plus il avançait, plus les ingénieurs derrière lui pâlissaient. Ce qu'il dévoilait n'était pas une simple défaillance de code, c'était une extraction organisée, systématique, subtile. Les données siphonnées couvraient des domaines sensibles. Dossiers médicaux anonymisés, modèles financiers propriétaires, schémas de réseau de transport, même certaines pièces de propriété intellectuelle interne. Il ne s'agissait pas d'un incident récent. À en juger par les horodatages, ces fuites avaient eu lieu depuis des mois. Noah ne comprenait pas encore les implications, mais il savait que ces séquences n'avaient rien à faire là. Il les supprima, corrigea les chemins, réaffecta les permissions. À mesure qu'il neutralisait ces anomalies, les systèmes affichaient davantage de stabilité, comme si l'organisme entier respirait mieux une fois débarrassé de parasites insoupçonnés. Les ingénieurs étaient trop secoués pour intervenir. Certains s'étaient assis, la tête entre les mains. D'autres tentaient de rattraper les analyses que Noah effectuait intuitivement, sans y parvenir. L'humiliation n'était même plus la raison de leur malaise. Ce qu'ils découvraient grâce à l'enfant dépassait largement leurs compétences individuelles. Plusieurs réalisèrent qu'ils vivaient l'un des plus grands scandales technologiques de la décennie, mis à nu par un garçon de 8 ans qui ne savait même pas ce qu'était une conférence de presse. Pendant toute la durée de ce travail, Grant restait debout, les bras croisés, observant la scène avec une intensité glaciale. À mesure que la vérité prenait forme, il s'efforçait de conserver son calme, mais sous la surface, son esprit bouillonnait. La découverte de ces flux clandestins, de ce siphonnage organisé, signifiait qu'une enquête nationale serait inévitable. Neurovector Systems, son empire, son chef-d'œuvre, allait être disséqué par les autorités. Le scandale pourrait ruiner des années de réputation et déclencher un séisme financier. Pire encore, il n'aurait aucun contrôle sur la manière dont l'histoire serait racontée. L'enfant devenait le centre d'un récit qui lui échappait totalement. Noah, lui, poursuivait son œuvre. Il avait réparé des centaines d'erreurs. Il avait reconfiguré des systèmes entiers, restauré des modules qui semblaient condamnés, éliminé des failles qui mettaient en péril des villes entières. Le compteur atteignit 847 corrections critiques. À chaque étape, l'infrastructure gagnait en cohérence, comme une mécanique immense qui retrouvait ses rouages bien huilés. Lorsqu'il effectua la dernière modification, un souffle collectif parcourut la salle. Sur les écrans géants, les modules centraux passèrent successivement au vert, un vert pur, sans le moindre clignotement, sans la moindre alerte.
Ce fut à ce moment précis que les portes de l'auditorium s'ouvrirent, laissant entrer un groupe d'hommes et de femmes en uniforme sombre. Leur badge officiel, accroché à leur veste, portait le sceau d'une agence fédérale. Ils s'avancèrent avec assurance, comme s'ils savaient déjà qu'ils auraient à intervenir ici. Les têtes se tournèrent l'un vers eux. Plusieurs investisseurs se levèrent, mal à l'aise. Les ingénieurs comprirent immédiatement ce que leur présence signifiait. L'affaire dépassait désormais le cadre d'un simple dysfonctionnement interne. L'un des agents s'approcha de Grant. Leur échange fut inaudible, mais le visage du directeur général se durcit encore davantage. Il avait tenté de garder la main sur la narration, de transformer un désastre en un spectacle de maîtrise et de résilience. Désormais, cela lui était impossible. L'arrivée des autorités scellait le destin de cette journée. Le scandale éclaterait, avec ou sans lui. Pourtant, dans ce chaos silencieux, une image demeurait immobile. Noah, assis devant les écrans, les mains reposant sur le clavier, le regard calme. Il ne comprenait pas la portée de ce qu'il avait accompli, ni les forces gigantesques qu'il venait de mettre en mouvement. Pour lui, la plateforme n'était plus malade. Le puzzle était enfin complet. Et à travers les murmures, les pas précipités, les cris étouffés de stupeur, une vérité simple traversait l'esprit de tous ceux qui le regardaient. Ce garçon avait fait ce qu'aucune équipe, aucun expert, aucune intelligence artificielle n'avait été capable d'accomplir. La salle tout entière semblait retenir son souffle, suspendue entre la catastrophe évitée et la tempête à venir. Les systèmes de neurovecteurs étaient stabilisés, mais les répercussions humaines, politiques et économiques de cette découverte ne faisaient que commencer. Et sans que Noah en ait conscience, il venait d'ouvrir une porte que personne ne pourrait refermer. Lorsque les agents fédéraux pénétrèrent dans l'auditorium, une onde glaciale sembla traverser la salle. Les conversations se turent aussitôt, non pas parce qu'on savait précisément ce que représentait leur présence, mais parce que l'on pressentait qu'un seuil venait d'être franchi. Dans l'air flottait une gravité nouvelle, une conscience collective que quelque chose d'irréversible avait été déclenché. Les uniformes sombres, les regards fermes, les appareils de contrôle qu'ils transportaient, tout indiquait que l'affaire n'appartenait plus au domaine des ingénieurs, ni même à celui des dirigeants ou des investisseurs. Elle entrait désormais dans celui de l'État, de la loi, de la sécurité nationale. Grant, qui jusqu'alors avait maintenu une posture rigide, presque théâtrale, ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Il tenta d'afficher une expression de contrôle, mais l'agent principal ne lui en laissa pas le temps. Il s'approcha, sortit une identification et parla d'un ton trop calme pour être rassurant. Les mots ne parvinrent qu'en fragments au reste du public. Extraction de données, enquête fédérale, réquisition des systèmes, collaboration obligatoire. À chaque terme, un peu plus de couleur quittait le visage du directeur général. Il comprit en quelques secondes seulement qu'il ne serait plus jamais maître de l'histoire qui se déroulait ici. Il ne pourrait plus modeler la vérité à sa convenance, réécrire les faits ou cacher les fissures. Les autorités venaient de s'emparer de son empire, et rien ne serait plus comme avant. Pendant ce temps, Noah restait assis dans son fauteuil, les mains toujours posées sur le clavier, comme s'il craignait de perturber l'équilibre délicat qu'il venait de restaurer. Il observait les adultes se déplacer autour de lui, parlant rapidement, échangeant des dossiers, déployant des câbles, saisissant des échantillons de données. Son visage exprimait une certaine perplexité, mais aucune peur. Il n'avait pas été élevé dans un monde où les uniformes inspirèrent la terreur. Il n'avait pas non plus été conditionné à reconnaître l'autorité écrasante des institutions. Pour lui, ces hommes et ces femmes vêtus de noir n'étaient que des figures nouvelles, comme celles qui apparaissent lorsqu'une histoire atteint un tournant majeur. Sa mère, en revanche, était une mère de contradiction. Quand elle put enfin approcher son fils, elle se précipita à ses côtés, le prit dans ses bras, comme si elle craignait que quelqu'un puisse le lui arracher d'un geste brusque. Elle avait suivi toute la scène de loin, impuissante, comprenant uniquement que des forces qui dépassaient son imagination convergeaient soudain vers son enfant. Elle lui murmura qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais aussi qu'il devait rester près d'elle. Noah hocha la tête, mais il ne sembla pas comprendre pourquoi elle tremblait autant. Autour d'eux, un autre mouvement se créa. Les ingénieurs, habituellement 6 sur 2, se tenaient à l'écart, comme des étudiants qui viennent d'assister à un cours magistral qu'ils ne pourront jamais intégrer.
Ils ne savaient plus comment se comporter face à Noah. Devait-on le considérer comme un génie, un prodige, une menace pour leur crédibilité, une anomalie vivante? Aucun mot ne convenait. Rien dans leur manuel, ni dans leurs années de formation, ne les avait préparés à une telle situation. Certains baissèrent la tête, d'autres regardèrent le garçon avec un respect mêlé de gêne, comme si sa simple présence révélait leurs limites. Les agents fédéraux commencèrent à examiner les modifications effectuées par Noah. Ils comparèrent les journaux d'activité, analysèrent les corrections qu'il avait introduites, identifièrent les anomalies qu'il avait supprimées. Les schémas qu'ils découvrirent étaient effrayants dans leur simplicité et leur portée. Les pipelines clandestins, les extractions dans siphon, les duplications furtives de données sensibles constituaient une violation massive de la sécurité nationale. La salle frissonna lorsque l'un des agents annonça que ces flux existaient depuis plusieurs mois. Cela signifiait qu'une quantité inimaginable d'informations avait été volée sans que personne dans l'entreprise ne s'en aperçoive. C'était une catastrophe à plusieurs niveaux. Technologique, économique, juridique, diplomatique même. Mais ce qui glaça le plus l'auditorium fut la conclusion suivante. Sans les corrections préliminaires de Noah, ces canaux seraient restés invisibles encore longtemps. L'enfant avait révélé beaucoup plus qu'un simple dysfonctionnement. Il avait mis à nu une vulnérabilité profonde, presque fatale. La nouvelle se propagea comme un courant électrique à travers les rangées d'investisseurs. Certains blêmirent en réalisant les conséquences financières. D'autres, plus cyniques, calculaient déjà comment transformer cette crise en opportunité. Mais tous savaient que la narration publique serait difficile à contrôler. Le monde entier apprendrait que leur plus brillante entreprise avait été sauvée et exposée par un garçon de 8 ans. Un silence encore plus lourd tomba lorsque Grant monta sur l'estrade. Il avait l'air vieilli, défait, mais déterminé à sauver ce qui pouvait l'être. Son regard parcourut l'auditorium, et lorsqu'il se fixa sur Noah, une lueur indéfinissable traversa ses yeux. Était-ce du ressentiment, de l'admiration forcée, du soulagement? Personne ne put le dire. Il prit une profonde inspiration, puis d'une voix qui résonna avec une gravité que personne ne lui connaissait, il prononça les mots que tout le monde attendait sans oser les anticiper. Il reconnut publiquement que l'enfant avait, en 24 heures, accompli ce que les plus brillantes équipes de l'entreprise n'avaient pu faire en 3 jours. Il annonça que Neurovector Systems honorerait sa promesse. Les 100 millions de dollars seraient versés à Noah Brooks. Mais ce ne fut pas cette phrase qui transforma la salle. Ce fut la suivante. Grant admit, devant des centaines de témoins et des caméras qui retransmettraient la scène au monde entier, que Noah venait de bouleverser la compréhension même de ce qu'était l'intelligence humaine. Que le talent ne se manifestait pas nécessairement dans les diplômes, ni dans les titres, ni dans les structures hiérarchiques. Que la compétence pouvait venir d'une vision qui échappe au cadre traditionnel, que le futur pourrait appartenir à ceux qui n'ont pas été formés à penser selon des modèles rigides. Des murmures parcoururent les rangées. Certains étaient émus, d'autres déroutés. Et pourtant, ce n'était que le début. En quelques heures, les réseaux d'information commencèrent à rapporter ce qui venait de se produire. Des titres apparurent. Un enfant répare une plateforme nationale. Une fuite de données révélée par un garçon de 8 ans. Crise technologique, la solution venue d'un esprit inattendu. Les commentateurs spéculaient déjà sur les répercussions. Quel serait l'impact sur la formation universitaire, sur les modèles d'évaluation des compétences, sur la conception même de l'intelligence artificielle et de la sécurité des systèmes? Dans les jours qui suivirent, le nom de Noah devint synonyme d'un espoir nouveau. Des écoles commencèrent à évoquer la nécessité de cultiver la pensée intuitive. Des entreprises réévaluaient leur processus de recrutement. Des chercheurs débattaient de la façon dont l'enfant avait pu percevoir ce que les spécialistes n'avaient pas vu, et certains proposaient de revisiter entièrement la manière dont on formait les ingénieurs. Mais au-delà de cette effervescence mondiale, quelque chose de plus intime, de plus fondamental se produisit. Elena et Noah, longtemps invisibles dans les couloirs où ils avaient passé tant de soirées anonymes, devinrent des figures centrales d'une réflexion sur la valeur humaine. Ceux qui les avaient ignorés commençaient soudain à comprendre l'ampleur du préjugé silencieux qui les avait rendus invisibles. Et l'idée que l'intelligence ne dépend pas du statut social, du privilège ou de l'accès à des institutions prestigieuses
se répandit comme une révolution douce, mais profonde. Noah, cependant, restait lui-même. Il ne cherchait ni la gloire, ni les honneurs, ni les récompenses. Il n'avait pas sauvé le monde en quête d'admiration, il avait simplement vu ce que personne ne voyait et avait voulu réparer ce qu'il comprenait. Lorsqu'on lui demandait comment il avait fait, il répondait souvent qu'il avait juste suivi un chemin dans sa tête, comme lorsqu'il résolvait un puzzle ou construisait un jeu imaginaire. Un soir, alors que les écrans du monde entier diffusaient encore des analyses frénétiques de ses exploits, Noah demanda à sa mère pourquoi les gens faisaient tant de bruit. Elle sourit tristement, sans trouver les mots pour lui expliquer que sa simplicité avait mis à nu toute la complexité défaillante d'un système qui avait oublié l'essentiel, l'humanité. Et c'est ainsi que l'histoire se termina, ou plutôt commença, car ce que Noah avait accompli n'était pas un exploit isolé, c'était le premier signe d'une époque nouvelle, où l'on apprendrait peut-être à regarder les marges, les silences, les voix que l'on ne remarque pas. L'époque où chaque enfant invisible pourrait devenir celui qui un jour changera le monde. Restez avec nous. Les histoires, les plus inattendues, vous attendent. Abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette vidéo. Écrivez en commentaire d'où vous regardez.